Bonjour, c'est Anaïs Godard pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La Suède a longtemps bénéficié d'une très bonne image. Système social généreux, économie prospère et société égalitaire. Une image aujourd'hui entachée par une montée de la criminalité. La Suède est devenue le pays d'Europe le plus touché par les règlements de compte. Ils ont triplé en 10 ans. Cette criminalité est liée au narcotrafic et aux gangs. Les malfaiteurs recrutent même des petites mains de plus en plus jeunes. En 2024, une centaine d'affaires d'homicides mettaient en cause des enfants de moins de 15 ans. Un phénomène qui rappelle les ados tueurs à gages en France, dont on avait déjà parlé dans Code Source. Alors comment la Suède en est arrivée là ? Comment le pays lutte contre les gangs ? Christelle Brigodeau est journaliste au service police-justice du Parisien. Elle revient d'une semaine de reportage en Suède et elle est avec nous aujourd'hui dans Code Source. Christelle Brigodeau, pendant votre reportage, un moment vous a particulièrement marqué. Vous êtes à Skärholmen, un quartier dans la banlieue sud de Stockholm. Vous passez sous un tunnel. Décrivez-nous ce que vous voyez. Je vois des marguerites dans un pot de fleurs. Il y a une photo également d'un homme qui a l'air d'avoir une trentaine d'années, qui est un peu chauve, qui porte un bouc, souriant sur la photo. On voit aussi une bougie. On voit qu'ici, pas mal de gens se sont recueillis et ça ressemble à ces petits mausolées sauvages qu'on trouve le long des routes pour les victimes des accidents de voiture. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, en fait, à cet endroit-là, il y a un an, c'était le 10 avril 2024, un homme a été tué, il a été abattu de plusieurs balles de revolver. Et cet homme s'appelait Michael, il avait 39 ans. Et au moment où il a été abattu, il emmenait son fils de 12 ans à la piscine, juste à côté. Et dans le tunnel se trouvaient plusieurs jeunes gens qui appartenaient à un gang. On suppose qu'ils se trouvaient là pour s'abriter. Il y a eu un échange de paroles entre les deux, des paroles véhémentes, et l'un des membres du gang, âgé de 19 ans, a sorti un revolver et a tué donc Michael. Il l'a abattu en plein jour, sous les yeux de tous, et notamment les yeux de son fils de 12 ans. Vous le racontez dans votre article, cette histoire a ému toute la Suède. Oui, immédiatement, ça a été un torrent d'émotions qui a déferlé sur tout le pays. Évidemment, les politiques sont venus, le Premier ministre est venu dans ce tunnel pour exprimer sa compassion, parce que en fait, ce fait divers a été le révélateur d'un mal bien plus grand dans le pays, qui est celui des règlements de compte par balle, qui font de plus en plus de victimes, et notamment des victimes collatérales, comme ce père de famille, avec des balles perdues qui peuvent toucher n'importe qui, et c'est ça qui émeut beaucoup les Suédois au moment du drame. Aujourd'hui, dans Code Source, on va se demander comment la Suède en est arrivée là, et pour bien comprendre, on va donner des éléments clés sur ce pays. Christelle Brigodeau, présentez-nous la Suède en quelques mots. Oui, alors c'est un pays scandinave du nord de l'Europe qui est membre de l'Union européenne. Il y a 10 millions d'habitants. C'est un pays qui est connu pour être un pays plutôt prospère au plan économique, le pays des prix Nobel, un pays très en avance sur son temps au niveau des droits sociaux, de l'égalité femmes-hommes. C'est un pays qui est devenu plus multiculturel qu'il ne l'était auparavant. Et il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont arrivés dans le pays suite au conflit au Moyen-Orient et notamment en Syrie. D'ailleurs, dans cette décennie-là des années 2010, c'est le pays qui avait le plus fort taux de demandeurs d'asile dans toute l'Europe. Et en Europe, la Suède est souvent décrite comme un pays modèle. Oui, elle a longtemps été parce que dans plein d'indicateurs, elle était en tête des classements. Elle a longtemps été en tête des classements, par exemple, des résultats scolaires. Depuis, ça a chuté. Elle a longtemps été en tête aussi d'autres indicateurs de stabilité économique, etc. Et elle continue d'être tout près du podium des nations censées être les plus heureuses au monde, puisqu'elle est 4e au palmarès du bonheur par habitant qui est édité chaque année par l'Institut américain Gallup. Depuis quelques années, les fusillades se multiplient. Oui, parce que dans ce pays prospère et réputé tranquille, il y a un autre phénomène qui prend le pas sur d'autres, qui est celui de la criminalité organisée et des règlements de compte par balle. C'est-à-dire qu'il y a un nombre très important de gangs qui règlent leurs différends par des fusillades, des attentats à la bombe qui peuvent se produire partout dans le pays, notamment à Stockholm, la capitale. Selon les chiffres des autorités suédoises, il y a 14 000 membres de gangs
en Suède. Les règlements de compte par arme à feu ont triplé en 10 ans. En 2023, ce qui était une année de pic, on a enregistré plus de 300 fusillades dans l'année. Christelle Brigodeau, ce que vous expliquez, c'est que dans de nombreux cas, ces tueurs sont très jeunes. En 2024, il y a eu plus d'une centaine d'affaires ouvertes pour des fusillades dans lesquelles les mises en cause avaient moins de 15 ans. Et donc, on assiste à un rajeunissement très inquiétant de ces tueurs à gages qui sont embauchés souvent via les réseaux sociaux pour commettre, au nom d'une organisation criminelle, un crime contre le membre d'un gang adverse, par exemple. Comment les gangs les recrutent ? Alors, en fait, le système est bien rodé. Une procureure de la région de Stockholm, qui s'appelle Lisa dos Santos, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, m'a montré quelques exemples. Et en fait, on voit sur ces réseaux quasiment des offres d'emploi, comme on pourrait avoir des petits boulots qu'on va rechercher sur une appli. Et ben là, sur un fil de conversation où sont introduits différents jeunes qui viennent de tel ou tel quartier, on leur propose d'aller rafaler une porte à la Kalachnikov pour tant de dizaines de milliers de couronnes suédoises. C'est la monnaie en Suède, ou alors pour aller jeter une grenade dans la vitrine d'un magasin, et les jeunes s'inscrivent et y vont. Et ils sont dirigés du début à la fin par un commanditaire qui ne se montre jamais, qu'ils ne connaissent pas, mais qui va pas à pas les guider via le téléphone portable en disant voilà, tu vas d'abord aller à telle adresse, monter à tel étage, si la porte est fermée, il faut se conduire de telle manière, voilà comment forcer la porte par exemple, et ensuite, souvent, après qu'ils aient commis l'action pour laquelle ils ont été embauchés, on les laisse un peu dans la nature, ce qui fait que la police les attrape facilement. Par contre, les commanditaires, eux, sont bien plus difficiles à attraper. Et dans certains cas, ces jeunes sont carrément recrutés sur des forums de jeux vidéo. Oui, ils sont aussi recrutés via les chats des jeux vidéo sur les jeux populaires chez les jeunes et notamment chez les enfants, par exemple Fortnite ou autres. Et là, en jouant, les enfants sont très nombreux à échanger comme ça avec d'autres joueurs. Et là, ils vont pouvoir se faire approcher par le recruteur d'un gang qui, au fur et à mesure, va lui demander d'abord un petit service, devenir un peu son copain, et puis assez vite lui demander de plus gros services, c'est-à-dire d'entrer dans la criminalité. Et la musique joue aussi un rôle. Le rap, comme partout, est très populaire en Suède et notamment auprès des jeunes. Mais il y a une culture vraiment gangsta rap qui est aussi très établie avec des rappeurs qui sont notoirement affiliés à des réseaux criminels et qui, quelque part, font la promotion de tout cet univers de l'argent facile, du trafic de stupéfiants, des règlements de compte à l'arme à feu, etc. Donc ça crée un climat propice à pouvoir recruter des jeunes. Ils sont fascinés par cet univers, et cette fascination, elle est l'un des facteurs qui explique pourquoi ces jeunes rentrent dans ces gangs. L'appât du gain explique une partie aussi des choses, mais pas tout, parce que souvent on s'aperçoit qu'un adolescent, pour quelques milliers d'euros, va accepter de commettre des crimes terribles qui sont passibles d'années et d'années de prison. Christelle Brigodeau, pour votre reportage, vous êtes allée à Uppsala. C'est la 4e ville de Suède, mais c'est aussi le berceau d'un des plus grands gangs du pays. Elle ressemble à quoi, cette ville ? Alors, c'est une ville étudiante, c'est un peu le Oxford suédois. Il y a beaucoup d'étudiants, d'universitaires de toute l'Europe, du monde qui viennent étudier là. Ça, c'est le côté pile de Uppsala. Et côté face, il y a aussi les quartiers périphériques de la ville qui sont un peu enclavés, un peu des ghettos à l'extérieur du centre-ville. Il y en a une particulièrement connue en Suède qui s'appelle Gottsunda. C'est dans ce quartier qu'a grandi un des plus grands criminels du pays, un certain Rawa Majid. Il est le leader présumé de l'un des plus gros gangs de Suède, un réseau qui se fait appeler Foxtrot. Foxtrot étant un nom dérivé en fait du surnom de Rawa Majid qui se fait appeler le renard kurde. Renard parce que depuis ses jeunes années, il apparaissait comme un jeune plutôt rusé pour faire des affaires, et kurde parce qu'il est originaire du Kurdistan irakien. Il est arrivé en Suède bébé dans les bras de ses parents qui étaient réfugiés dans la région d'Uppsala. Il a grandi à Gottsunda et il a monté ce gang qui est responsable notamment d'une bonne partie du trafic de stupéfiants en Suède.
Rawa Majid, il est où aujourd'hui ? Alors, il n'est plus en Suède. On sait qu'il s'est réfugié à l'étranger, à la fois pour échapper à la police et pour échapper aux gangs rivaux qui lui veulent du mal. Selon des journalistes d'investigation suédois qui ont travaillé sur le sujet, il serait actuellement en Iran, où il se cacherait, où il continue de diriger à distance son réseau en Suède, avec des petites mains qui lui obéissent à Stockholm et ailleurs. Justement, en septembre 2023, il commandite le meurtre de la mère de son ancien associé, un homme qu'on surnomme La Fraise. Oui, La Fraise, c'est le surnom de Ismail Abdo, qui était le meilleur ami et vraiment le partenaire de Rawa Majid. Mais tous les deux ont eu un différend. Et La Fraise, donc, Ismail Abdo, est lui aussi à l'étranger. On suppose qu'il est en Turquie. Pour l'atteindre, Rawa Majid est passé par sa famille et il a fait exécuter donc sa mère qui vivait dans un quartier pavillonnaire un peu à l'extérieur d'Uppsala, un quartier tout à fait tranquille, dans lequel est arrivé un jeune de 19 ans qui avait été missionné pour ce meurtre. Il a tiré avec un revolver armé d'un silencieux à travers la fenêtre ouverte de la maison et ça a déclenché un véritable tsunami dans l'univers du crime organisé en Suède. Et est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de là que la guerre des gangs commence ? En fait, elle existait déjà. Il faut savoir qu'à Stockholm, par exemple, il y a une 50aine de gangs recensés. Donc évidemment, les conflits commerciaux, disons, entre trafiquants de drogue ont commencé bien avant cela. Mais en 2023, c'est le pic de violence pour la Suède. À ce moment-là, et notamment à l'automne 2023, la Suède essuie une vague de violence telle qu'elle n'en avait jamais connue auparavant. Il y a une fusillade tous les 2 jours, des attentats à la bombe dans des magasins, y compris dans les centres-villes. Les Suédois se retrouvent presque en état de guerre, en état de siège, se demandant si, en passant dans la rue, il ne va pas y avoir une fusillade. Et là, le pays, un peu stupéfait, se dit qu'il faut absolument agir contre ces règlements de compte de gangs qui ne touchent plus seulement les criminels entre eux, mais touchent tout le monde. La Suède a longtemps été gouvernée par la gauche, mais en 2022, c'est une coalition de droite et d'extrême droite qui arrive au pouvoir. Pour l'extrême droite, la criminalité est due à l'immigration. Alors, le débat, effectivement, monte en Suède, notamment en 2023 et même avant cela, parce que le pays n'est absolument pas habitué à des règlements de compte violents et à toute cette criminalité. On l'a dit, plusieurs des membres de ces réseaux sont étrangers d'origine et pilotent depuis l'étranger leurs actions en Suède. Donc, forcément, le débat s'engage et beaucoup de Suédois se demandent si la Suède a eu raison, finalement, d'accueillir autant de réfugiés et de demandeurs d'asile ces dernières années, notamment lors de la vague migratoire de 2014. Et la conséquence de ça, elle est très politique. Les partis d'extrême droite, et notamment le principal d'entre eux, le Parti des démocrates de Suède, a remporté beaucoup de suffrages, notamment aux élections de 2022, où il est devenu le premier parti de droite dans le pays avec 20% des voix, juste derrière le parti de gauche social-démocrate qui reste le premier. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le pays est dirigé par une coalition de droite et d'extrême droite. Vous rencontrez Erik Pelling, maire social-démocrate de la commune d'Uppsala, une commune dont on vient de parler. Pour lui, c'est surtout que l'immigration, elle a été mal gérée. Ce qu'il explique, c'est que les leaders de ces groupes criminels, donc originaires de sa ville, d'Uppsala, sont pas arrivés en Suède au moment de la vague migratoire. Ils ont grandi en Suède. Il explique que le problème est plus complexe que ça, qu'il ne s'agit pas de lier bêtement la vague migratoire et la criminalité, puisque les acteurs de cette criminalité sont des enfants de la Suède, quelque part, puisqu'ils ont fréquenté les écoles suédoises. Et lui pointe un problème de ségrégation sociale et d'intégration plus que d'immigration. Tous les responsables politiques que j'ai pu rencontrer, notamment social-démocrates ou de droite, pointent le fait qu'effectivement, il y a une politique à changer dans le pays sur la manière dont sont intégrés et accueillis les familles et les enfants issus de l'immigration pour contrer l'attrait des gangs qui prend une proportion très importante. Un autre expert du sujet va dans le même sens, c'est Diamant Saliou. Il est journaliste spécialiste des gangs suédois.
Oui, c'est un journaliste d'investigation qui a énormément travaillé et continue de le faire sur la problématique des gangs. Et ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes tueurs à gages sont issus de quartiers défavorisés ou ghettoisés, mais pas seulement. Qu'il y a une part de plus en plus importante de jeunes suédois qui viennent de familles qui n'ont pas de problème d'argent, pas de problème d'intégration, mais qui sont simplement fascinés par le gangsta rap et cette culture et se laissent entraîner pour devenir des tueurs à gages qui vont aller exécuter des contrats à l'autre bout du pays ou au Danemark voisin. Face à cette montée en puissance des gangs, concrètement, comment les autorités suédoises réagissent ? Alors, ces dernières années, le gouvernement d'alliance droite-extrême droite a coupé le robinet migratoire très très fortement et par ailleurs, sur le plan pénal, a pris un certain nombre de mesures pour durcir les sanctions, notamment vis-à-vis des mineurs, partie prenante de ces règlements de compte. Le problème, c'est qu'en réaction à ce durcissement de la loi, les gangs ont commencé à recruter des jeunes de plus en plus jeunes parce que pour eux, c'est presque un produit d'appel de pouvoir dire à un mineur de 12 ans « Tu peux commettre un meurtre pour nous sans problème puisque de toute façon, tu n'iras pas en prison ». Ils le faisaient avant pour des jeunes plus âgés et maintenant que les sanctions sont plus importantes, l'âge baisse. Christelle Brigodeau, vous échangez avec Annélie. Elle est la mère de 2 enfants et a été directement impactée par la guerre des gangs. Avant que vous nous racontiez son histoire, dites-nous où est-ce que vous la rencontrez ? Je la rencontre à Fruengen, qui est un quartier qui se trouve dans la banlieue sud de Stockholm. C'est un quartier avec des pavillons, des immeubles, le terrain de sport et la petite rue commerçante à la sortie du métro. Un quartier périphérique comme on en connaît beaucoup en France également. La nuit du dimanche 2 mars 2025, Annélie attend son fils. Il s'appelle Rio, il a 16 ans, il revient de la salle de sport. Oui, et Rio, qui est un grand sportif, il adore le foot et rêve de devenir un footballeur professionnel. Il est à la salle de sport, puisque quand il n'a pas entraînement, il va faire de la musculation. Donc il est dans cette rue commerçante à la sortie du métro dont je parlais à l'instant. Il sort de la salle avec plusieurs copains. Ils vont s'acheter une boisson à la sortie de la petite épicerie qui est juste en face. Et puis il s'engage pour rentrer chez lui. Et sa mère le suit en fait parce que, comme plein de parents, elle a téléchargé une application qui lui permet de voir la géolocalisation du téléphone de son fils. Donc il est en train de prendre la direction des arrêts de bus. Elle se dit qu'il rentre à la maison. Malheureusement, il ne va jamais rentrer. Non, parce qu'en fait, quand il s'engage sous un petit tunnel piétonnier juste avant les arrêts de bus, un tueur à gages âgé de 16 ans, lui aussi, surgit et tire sur Rio et ses amis. Il y en a 2 qui arrivent à s'enfuir, un autre qui est blessé assez gravement à la jambe. Rio est très gravement atteint, il est emmené à l'hôpital en hélicoptère de toute urgence. 3 jours après, il décédera à l'hôpital de ses blessures. Est-ce qu'on sait si Rio était lié à ces gangs ? Sa famille est absolument persuadée que Rio n'a rien à voir avec la guerre des gangs, mais l'enquête est en cours, donc pour l'instant il n'y a pas de conclusion à l'enquête judiciaire qui se poursuit. Ce qu'on sait, c'est que le quartier de Fruengen est lié à des guerres de gangs, comme beaucoup d'autres quartiers dans la région de Stockholm. Il y a plusieurs bandes rivales liées d'ailleurs à des rappeurs connus localement qui s'affrontent, donc peut-être que cette fusillade dans laquelle est tombé Rio est liée à ces règlements de compte entre bandes. En tout cas, pour la famille, Rio était étranger à tout cela. Toute cette histoire, Annélie, la mère de Rio, vous l'a racontée à l'occasion d'un hommage pour son fils. L'événement est organisé par le club de football de Rio. Christelle Brigodeau, vous assistez à ce rassemblement. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors quand j'arrive, ça ressemble à une kermesse avec des hamburgers sur le barbecue. Il y a un peu de musique, il fait beau et les jeunes se rassemblent. Ils sont pour la plupart vêtus d'un t-shirt noir. Donc ils ont sur ce t-shirt noir une phrase en suédois qui signifie « Repose en paix, Rio ». À ce moment-là, vous parlez avec Alex. Il a 16 ans et c'était un ami de Rio. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il me raconte que son copain lui manque beaucoup. Il explique que Rio était un jeune très sociable, très charismatique, le genre qui est plutôt au milieu dans les groupes, celui qu'on écoute et qu'on regarde. Et il m'explique que tout le quartier, finalement, depuis ce qui s'est passé, c'est un peu vidé de sa sève parce que les parents demandent à leurs enfants de rester à la maison. Tout le monde a été très choqué, donc les jeunes sortent moins. Et il y a comme une chape de plomb qui s'est abattue sur Fruengen depuis ce qui s'est passé.
Pendant cet hommage, vous rencontrez une éducatrice de la maison de quartier de Fruengen. Elle vous explique que l'établissement avait lancé une politique de mentorat. Ce dispositif a été créé il y a 1 an et son objectif est justement de lutter contre la violence. Et Rio en faisait partie. Oui, c'est la Maison des Jeunes qui avait lancé cette initiative qui s'appelle Ambassadeurs de la non-violence. L'idée, c'était de recruter des adolescents de 15, 16, 17 ans qui sont formés à la non-violence et aux violences sous toutes leurs formes, qui peuvent être les violences verbales, les violences entre filles et garçons, les violences intrafamiliales, etc. L'idée étant que, une fois formés, ils portent la bonne parole à d'autres jeunes, que cette spirale s'enraye. Et c'est un programme qui était assez récent. Et tout de suite, la Maison des Jeunes, quand elle l'a lancé, a pensé à Rio parce que c'était une figure un peu rayonnante du quartier. Donc ils sont allés vers lui et il avait accepté. Est-ce que ce dispositif de mentorat a continué après la mort de Rio ? Il continue, mais difficilement. C'est un peu un symbole des problèmes de la Suède pour justement affronter cette vague de violence et cette fascination que peuvent avoir une partie de ces jeunes pour les gangs. Sur les 8 ambassadeurs, les 4 filles continuent d'exercer leurs fonctions et de participer au programme. Rio donc est décédé. Son ami qui a été blessé à la jambe faisait lui aussi partie du programme, donc il en est sorti temporairement. Et un autre jeune qui en faisait partie également, a été prié par la police de se mettre un peu en retrait parce qu'il y a des craintes en fait de nouvelles fusillades, puisque la guerre des gangs entre ce quartier et le quartier voisin rival n'est pas terminée. Donc tout le monde craint un possible nouveau règlement de compte. Merci à Christelle Brigodeau. Depuis l'enregistrement de ce podcast, le chef de gang surnommé La Fraise, dont on a parlé, a été arrêté par les autorités turques. Un article signé Christelle Brigodeau à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Pénélope Gualquirotti et Clara Grosis, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, laissez des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et ne ratez pas Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi.